Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cet événement, cette toute première émission télé de BWT France consacrée à l'efficacité hydrique, sujet très important, sujet capital pour les industriels. Comment mieux gérer les ressources en eau, comment mieux produire en rejetant moins. Et bien voilà le fil rouge de cette émission que vous allez pouvoir suivre en direct et en streaming donc pendant 1 heure. Émission qui sera immédiatement disponible en replay juste après donc ce direct. Alors je le disais, le sujet de l'efficacité hydrique est capital pour les industriels. C'est important économiquement pour bien sûr produire mieux et si possible moins cher. C'est important d'un point de vue environnemental et vous le savez, des thématiques qui ont pris de l'ampleur et qui vont continuer à en prendre de plus en plus. On ne produira clairement plus de la même façon dans les années 2020 et au-delà que l'on a produit ces dernières décennies. Enfin, c'est important pour l'image et pour les valeurs portées par l'industrie. Et là encore, on est au cœur du nouveau visage que veulent porter les entreprises en France, mais un peu partout dans le monde. On va en parler donc avec notre premier invité, Laurent Den. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial industrie chez BWT France. Alors d'abord, une présentation du groupe BWT, un groupe ancien. Un groupe très ancien, effectivement. Donc, effectivement, BWT France fait partie du groupe BWT, qui est une société familiale autrichienne, dirigée par Andreas Wassenbacher, qui aujourd'hui comporte 4600 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros. Voilà. Pour revenir un peu sur BWT France, dont le siège est à Saint-Denis, donc proche d'ici, elle recentre 4 centres de production, voilà, un laboratoire recherche et développement, et elle s'appuie sur 7 régions, voilà, et des agences de proximité. Et donc vous travaillez donc évidemment à la fois en B2C, ça va être un des aspects qu'on abordera le moins dans cette émission, mais évidemment donc avec les industriels en B2B. Tout à fait, tout à fait. Il y a 3 directions en fait chez BWT France. La direction bâtiment qui s'adresse aux particuliers et on va dire aux établissements recevant du public, le gros tertiaire. Il y a la partie service avec une direction technique. Et effectivement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, la direction industrielle. Et le but, on va le dire tout au long de cette émission, c'est réduire aussi le maximum son impact environnemental. Tout à fait. Effectivement, BWT propose une solution globale en matière de traitement de l'eau. Voilà. Alors donc les grandes lignes de ce qui va nous attendre pendant 7 heures, donc on va parler, on l'a dit, du stress hydrique, c'est un constat, l'eau devient une ressource rare, nous rappellerons quels sont les types d'eau disponibles, les méthodes et les contraintes réglementaires pour les traiter, les utiliser et les rejeter. Deuxième quart d'heure de l'émission, nous parlerons de l'importance de la donnée, de la data, pour permettre aux industriels de bien connaître et comprendre la situation hydrique de leur site de production. Nous parlerons également dans la troisième partie de l'émission des solutions qui existent, et notamment les solutions de réutilisation de l'eau, le reuse. Enfin, quatrième partie, nous évoquerons les leviers environnementaux et sociétaux que doivent prendre en compte les industriels sur tous ces sujets. Évidemment, donc au cours de l'émission, on va donner la parole à tous les experts de BWT. Deux sont présents, on en aura d'autres tout au long de l'émission. Il y aura aussi des témoignages clients, les retours terrain sont très importants et vous aurez enfin également la possibilité de poser des questions à nos invités via un chat interactif. Voilà pour le sommaire. J'ajoute qu'il y aura une surprise à la toute fin de l'émission, donc restez bien sûr connectés jusqu'au bout. On vous dira quelle est cette surprise. Tout de suite, je vous présente donc mes premiers invités. Deux invités donc dans ce premier plateau. Donc on a déjà parlé avec Laurent Den, directeur commercial industrie, et à ma gauche, à votre droite sur l'écran, Dimitri Monod. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable optimisation des usages de l'eau également chez BWT France. Alors avant de vous interroger, messieurs, eh bien c'est vous qui nous regardez que je vais interroger avec un petit sondage interactif dont on reparlera dans quelques minutes. Ce sondage, eh bien on va vous demander, selon vous, quel est le nombre de litres d'eau en moyenne qu'il faut pour fabriquer un hamburger, un jeans et une voiture. Alors vous votez en cliquant sur un lien qui apparaît à la droite de votre écran. Vous avez donc tout sur l'écran qui vous sert actuellement pour visionner cette émission en direct. Donc combien de litres d'eau pour un jean, un hamburger et une voiture? Vous votez et on comparera avec les chiffres réels dans quelques instants. Et donc on va commencer donc avec vous Laurent. Donc je vous retrouve donc sur on a vu l'importance de maîtriser, de bien connaître ses ressources en eau, les méthodes pour maîtriser le niveau de bactériologie et in fine l'usage que l'on veut en faire. Ces usages, il y en a je crois 4. Quels sont les types d'eau dans l'industrie? Alors les types d'eau dans l'industrie, vous avez déjà l'eau potable.
voilà, qui rentrent à l'entrée de l'usine, on va dire. Vous avez les utilités pour produire de l'eau de refroidissement et de la vapeur. Et bien sûr, on rentre aussi avec BWT dans les autres process, dans la production industrielle. Donc ça, c'est les quatre types. Je me tourne vers vous, Dimitri. On va donc passer à la partie, évidemment, approvisionnement en eau. C'est important. On parle de stress hydrique en France. Qu'en est-il? On dit qu'il y a plus de sécheresse, on nous dit qu'il y a moins d'eau. Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, effectivement, on constate depuis ces 10 dernières années donc vraiment une recrudescence des arrêtés de sécheresse, donc notamment dans le centre de la France et dans l'Est. Donc de plus en plus de pression sur la ressource en eau donc pour ces industriels. Donc des alternatives à trouver pour mieux prélever sur la ressource et moins prélever. Donc on voit ces cartes interactives, donc on le voit, donc c'est des cartes entre 2012 et 2020. Vous le disiez, il y a des régions qui clairement passent au rouge, on voit, ou à l'orange un peu foncé. Donc on voit vraiment une tension forte nord-est, vous l'avez dit, Grand Est, et le centre de manière générale de la France. Et on va voir donc d'où l'importance pour les industriels de prendre en compte cette donnée qui concerne tout le monde, les citoyens et les industriels, mais elle est fondamentale. On va parler donc des différents types d'utilisation de l'eau. Évidemment, donc on peut utiliser l'eau du réseau, l'eau potable, les eaux de surface, les eaux profondes. Est-ce qu'on a le droit à un accès illimité pour ces eaux? Est-ce que c'est limité justement? Et est-ce que ce sont des réglementations de plus en plus fortes? Vous doutez qu'aujourd'hui, donc, toutes ces démarches de prélèvement sur la ressource sont très réglementées et qu'un industriel ne peut pas dépasser donc, ce qu'on appelle son autorisation de prélèvement sur la ressource. Et c'est ces autorisations qui sont données donc, de manière régionale donc, par les préfectures qui aujourd'hui sont en baisse. Donc il y a des restrictions sur ces prélèvements à la ressource. Des très fortes baisses, ça change d'année en année. Comment ça se passe? C'est une adaptation des autorités à la réalité terrain, vraiment, et vous constatez-vous une très nette baisse? Oui, on va être dans un contexte local, hein, vraiment, donc avec des régions qui vont être plus impactées. Donc on l'a vu, le centre et le nord-est, ou avec des prélèvements qui peuvent être diminués de 30%. Donc des prélèvements, des autorisations qui sont imposées donc, par les services de l'État. Est-ce que ces limitations, ces restrictions, elles concernent aussi les eaux de rejet? Donc là, on a parlé de la partie approvisionnement, ensuite il y a le rejet. Est-ce qu'il y a les mêmes limitations? Et là encore, est-ce qu'elles sont en augmentation, ces limitations? Alors là encore, hein, c'est très spécifique par rapport au contexte local et industriel et au secteur d'activité. Mais ce qu'on constate, c'est qu'un industriel qui aujourd'hui a envie de plus produire ne peut pas plus rejeter et donc doit trouver des solutions et s'adapter justement à augmenter sa production en rejetant moins. Emmanuel Le Guern merci Dimitri, nous a rejoint donc également. Vous êtes chef de marché produits formulés, vous travaillez à la direction commerciale industrie de BWT France. Alors j'ai une question pour vous, donc on a vu la partie approvisionnement, on a vu la partie rejet. Entre les deux, ce qu'on peut faire, c'est de traiter les eaux. Rappelez-nous, on en parlera plus en détail au cours de cette émission, mais globalement les deux types de traitements qui existent. Eh bien, il existe des traitements physiques ou des traitements chimiques, comme vous le disiez, on va en reparler tout à l'heure, qui peuvent à la fois jouer sur la quantité et la qualité de l'eau qu'on va produire. Quelques mots quand même, voilà, est-ce que c'est mieux le physique, c'est mieux le chimique, est-ce que tout ça est complémentaire? Les deux sont complémentaires et chaque solution a un peu ses avantages et ses inconvénients. D'accord, donc voilà. On le détaillera plus en détail. Je me retourne vers vous, Dimitri. Donc, on l'a vu et on va le voir encore plus dans cette émission. Les industriels doivent parfaitement connaître leurs installations et leurs usages de l'eau. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration? Sur quoi ils peuvent jouer pour améliorer justement leur efficacité hydrique? Alors quand on parle d'efficacité hydrique, la première démarche, c'est vraiment connaître ses rejets et ses consommations d'eau. Donc c'est vraiment la première chose à faire. Donc c'est mieux connaître ce que l'on consomme et ce que l'on rejette pour justement agir sur ces différents leviers. Et mieux connaître, donc on en parlera bien sûr dans quelques instants, mais c'est quoi? Voilà, c'est de la donnée, c'est effectuer une cartographie, on va le voir. Vraiment, on est au cœur de ce que beaucoup d'activités, beaucoup d'industries sont en train de vivre et de traverser. L'importance de la donnée, de connaître son système, son écosystème et de mieux le gérer. Oui, vous avez raison, la digitalisation est très importante aujourd'hui, donc c'est à base de capteurs, récupérer de la donnée pour avoir une vision globale du cycle de l'eau dans l'industrie, aussi bien des rejets que des points de consommation. On a parlé de l'importance économique, de tout ce du cœur de cette émission, l'importance environnementale et les images et les valeurs qui sont portées par ces thématiques sont de plus en plus importantes chez les clients que vous côtoyez. Oui, alors on a vraiment des impulsions au niveau des grands groupes industriels français aujourd'hui qui imposent à leurs différents sites de réduire leur consommation en eau. Donc c'est vraiment une démarche interne.
une image très importante. Je me retourne vers le directeur commercial que vous êtes, Laurent. Tout à fait, effectivement. C'est important, ça. Très, très important. Je vais dans le sens de Dimitri, effectivement, où on est en contact avec des dirigeants d'entreprise qui ont une volonté ferme et affichée de réduire effectivement leur consommation d'eau. Il faut savoir que l'eau, c'est pas comme l'énergie. Voilà, on n'a pas de substitution à l'eau. On pensait que c'était comme l'énergie, et tout ça est en train d'évoluer. Tout à fait. En fait, on s'aperçoit que l'eau est une ressource épuisable, altérable, et qui devient de plus en plus coûteuse pour l'industriel à traiter. Alors, on va revenir sur le sondage qu'on a lancé en tout début de cette séquence. Donc, on a demandé à nos internautes de se prononcer sur combien, selon eux, il fallait, de litres d'eau pour produire un hamburger, un jean ou une voiture. Alors, je ne sais pas si on a les résultats du sondage, mais en tout cas, donc, on voit que souvent, de manière générale, il y a une sous-estimation vraiment du nombre de litres d'eau. Alors, c'est quoi les bonnes réponses? Par exemple, pour un hamburger, combien de litres d'eau, Laurent? 2400 litres d'eau. 2400 litres d'eau pour un simple... Enfin, si on va le citer, sandwich. Des Big Mac ou autre chose. Voilà, en fait. tout à fait. C'est énorme. C'est énorme, mais ça comprend tout le cycle, c'est-à-dire la fabrication du pain, il faut de l'eau. Effectivement, nourrir les bêtes pour fabriquer la viande et effectivement les légumes. Et alors, autre chiffre encore, parce que là, donc, on est dans des chiffres bas, que je constate. On va passer à un jean, l'appareil, usage assez quotidien quand même. Et là, on est presque à 3 fois plus. Tout à fait. On a 8000 litres d'eau pour une paire de jeans. 8000 litres d'eau pour un seul jean. Voilà, qui comprend effectivement la culture du coton, le traitement, et effectivement, quand ils font des traitements de surface sur le jean, ça nécessite de l'eau. Et on va passer à des chiffres astronomiques. Alors là, on en a parlé juste avant le début de cette émission. Moi, ça m'a sidéré. Combien de litres d'eau en moyenne pour produire une voiture? 450 000 litres d'eau. 450 000 litres d'eau. Je ne sais pas si on peut faire à comparaison. Une piscine, c'est combien de piscines olympiques? C'est 100 piscines. C'est 100 piscines olympiques. Ah oui, ok. Donc là, on se rend compte quand même de l'importance. Et c'est des choses qui évoluent. Est-ce que les nouvelles techniques, est-ce que les nouveaux process de production et de fabrication fait qu'on utilise moins d'eau? C'est au cœur de cette émission, bien sûr. Mais est-ce que les industriels, face à ce qui est quand même des chiffres colossaux, sont en train de se rendre compte de la nécessité d'évoluer? Oui, tout à fait. Effectivement, les industriels sont bien conscients de leur impact environnemental, aussi bien au niveau du rejet gazeux qu'au niveau de l'eau. Effectivement, ils améliorent leur process en interne, effectivement, en faisant des circuits fermés, en retraitant l'eau. Donc on est en plein dans le sujet qui est plug and reuse, c'est-à-dire de réutiliser l'eau à la sortie pour en faire une eau propre destinée aux utilités. Alors je le disais, les internautes qui ont voté, enfin ceux qui nous regardent, ont sous-estimé très clairement. Il y a un vrai décalage vraiment quand vous, dans les différentes rencontres que vous faites, rencontres commerciales, rencontres dans des forums, etc., vous vous rendez compte du décalage entre la perception qu'il y a du nombre d'eau qu'il faut pour produire et la réalité. Tout à fait, tout à fait. Les gens ne se rendent pas compte que juste laisser un robinet ouvert, c'est plusieurs mètres cubes qui partent. Voilà. Donc les gens sous-estiment parce que c'est une ressource qui a l'air inépuisable, vous l'avez dit. On ouvre, on prend, on puise, on rejette. Aujourd'hui, ça ne peut plus être le cas. Demain, on a parlé de stress hydrique et on voit qu'effectivement les industriels, comme je vous l'ai dit, sont de plus en plus à cheval là-dessus. Vous avez des données sur le stress hydrique au-delà de la France? Là, on a beaucoup parlé de la France. Est-ce que c'est pareil pour, on va dire de manière générale, toute l'Europe de l'Ouest et dans d'autres zones, évidemment, qui produisent beaucoup, que ce soit la Chine, les États-Unis, l'Afrique aussi? Tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, les grands pays producteurs, que sont les États-Unis, l'Europe, qui est très impliquée dans le reuse de l'eau, on dit, et effectivement la Chine, qui est très industrialisée, ont un impact également sur la ressource. On le voit en Inde. On voit le déchet, on parle du 6e continent, qui est un continent de plastique. Voilà, les gens en parlent, mais aujourd'hui, ça existe, les micropolluants. Et quand je dis qu'on utilise l'eau et qu'elle coûte de plus en plus cher à l'industriel, ou même à vous, particulier, quand on voit que dans les journaux, on a des problèmes où on dit n'alimentez pas en eau du robinet à un enfant de 6 mois pour fabriquer le biberon, parce qu'il y a des chlorates dedans. Donc tout ça, effectivement, il y a un impact environnemental, mais aussi un impact financier. Voilà, dont on parlera dans les prochaines émissions. Merci à tous les deux. On restera donc avec vous dans quelques instants, Dimitri. Voici une des grandes thématiques de cette heure, de cette émission spéciale de BWT France. On va parler de l'importance de la donnée, de la data, donc levier de l'efficacité hydrique. Tout de suite après un jingle. À tout de suite.
De retour donc sur le plateau pour cette émission spéciale consacrée à l'efficacité hydrique, toujours avec Dimitri Monod, responsable de l'optimisation des usages de l'eau chez BWT. Alors on a évoqué ça il y a quelques instants, l'importance de réaliser, de dresser pour les industriels une cartographie hydrique. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on y trouve sous cette appellation-là? Alors il faut vraiment garder à l'idée, voilà, c'est une carte, donc une cartographie du site industriel avec l'identification sur chaque point d'utilisation d'eau des consommations et ainsi que de la qualité d'eau. Et on fait la même chose donc pour les rejets d'eau. Donc on a vraiment, je dirais, une vision globale du site industriel avec les différents axes sur lesquels on peut donc économiser l'eau. Donc ça nous permet principalement d'identifier les gros points consommateurs d'eau. C'est quoi? C'est des schémas, c'est des courbes, c'est des évolutions? Vous livrez ça sous quelle forme? En fait, c'est un vrai tableau de reporting, mais sauf qu'il n'y a pas que des chiffres, il y a une analyse globale. Hein, exactement, oui. C'est quelque chose d'assez schématique, hein, ça va être le plan de l'usine avec voilà, les différents points d'usage, les qualités d'eau et les quantités associées. Donc c'est vraiment, je dirais, la première démarche qui nous permet d'avoir les premières données clés pour cette stratégie d'efficacité hydrique. Et c'est nouveau, les industriels s'approprient ce nouveau mode de fonctionnement. Est-ce que cette data, ils voient qu'elle existe? Est-ce qu'ils en comprennent l'importance? Est-ce que vous avez du mal ou non à leur apporter ces données? Alors, c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. On était vraiment aujourd'hui, l'industriel, enfin, avant en tout cas, il raisonnait en énergie. Donc, on avait justement ce type de cartographie d'un point de vue énergétique. Et là, on arrive de plus en plus à sensibiliser les industriels, notamment par rapport au stress hydrique, sur la nécessité de faire ce type d'études pour les consommations en eau. Alors on va parler dans quelques instants d'un des outils développés par BWT qui s'appelle le Bluewell, et justement cet outil a été développé en partenariat avec Aquacé. Cet outil Bluewell, c'est une application, une solution de e-water management en mauvais français. C'est en clair un véritable outil de performance industrielle et de réduction de l'impact et des risques environnementaux. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Jean-Emmanuel Gilbert, directeur du développement d'Aquacé. Bonjour Jean-Emmanuel Gilbert. Bonjour à tous. Voilà, donc d'abord, avant de parler vraiment de comment vous avez développé cet outil, Aquacé, en quelques mots, rappelez-nous le cœur d'activité de votre entreprise. Alors Aquacé est un spécialiste justement de l'efficacité hydrique en industrie et maintenant aussi dans la ville, avec des projets d'ailleurs qui vont jusqu'au territoire. Et c'est un petit peu ce que vous expliquez depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Aquacé est un spécialiste de l'identification de tous les usages au niveau des consommations et des rejets, de manière à identifier tous les leviers d'action pour réduire non seulement les consommations, mais aussi les pollutions produites, directement en agissant sur ces usages, sur les causes racines. Et bien sûr, tout ce qu'on n'a pas pu éviter, il va falloir le produire et le traiter en amont des usages. Et donc là, on fait un deuxième niveau de performance au niveau des installations de traitement d'eau. Voilà. Et pour pouvoir faire ça, on a développé de manière assez intensive en fait, l'utilisation de l'analyse de données en temps réel. Donc on parlera de la solution Bluewell dans quelques instants. Un mot de contexte encore, on en a parlé déjà il y a quelques instants avec Laurent Den. Donc vraiment, ce contexte, un peu de réduction, de la raréfaction de l'eau. On est un peu dans le même contexte que l'énergie il y a quelques années. On pensait il y a 50 ans que l'énergie était une source inépuisable. On s'est aperçu que non. Et on est en train de vivre la même chose avec l'eau. Oui, alors il y a effectivement une transition hydrique de la même manière qu'il y a eu transition énergétique, mais force est de constater qu'avec l'eau, c'est un peu plus compliqué parce que l'eau, c'est local. Alors que l'énergie, de manière générale, se transporte assez facilement, que ce soit l'électricité ou alors le gaz, le pétrole. Alors que l'eau, c'est vraiment une problématique locale. Par ailleurs, il y a une autre différence, c'est que pour ce qui concerne l'eau, vous vous retrouvez sur les bras avec les eaux usées. Et donc, c'est une autre problématique qu'on ne retrouvait pas dans l'énergie. Ceci dit, dans les deux cas, l'idée, c'est vraiment la même. Comment agir sur les causes racines, c'est-à-dire en fait sur les usages, pour réduire la taille et la complexité du problème, plutôt que d'essayer de courir après les conséquences en rajoutant à chaque fois de la technologie pour compenser le manque. Une question que je posais qui rejoint celle que j'ai posée il y a quelques instants à Dimitri. Est-ce que les industriels ont assez conscience, ont suffisamment conscience et surtout ont suffisamment de données pour appréhender ces problèmes d'efficacité hydrique? Alors très clairement, nous, ça fait 7-8 ans en fait, qu'on a lancé cette activité qui s'est concrétisée en 2015 par la création d'Aquacé, donc entreprise basée à Limoges. Donc on a un recul assez important sur la perception de ce problème par les clients industriels. Nos clients sont principalement que des grands comptes dans tout type de secteur, agroalimentaire, chimie, matériaux, papetiers, etc.
Et je peux vous dire qu'il y a 7-8 ans, quand on a commencé à parler de la problématique de l'eau, personne ne comprenait la nécessité en fait, de s'attaquer à ce sujet-là. Par contre, il y a depuis 3-4 ans un changement assez radical. Et alors, depuis maintenant 6-8 mois, là, c'est un changement très très important au niveau des directions des grands groupes. On voit que par exemple la question de l'eau revient en fait dans le périmètre du département industrie. C'est-à-dire dans le cœur système. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, ce n'est plus considéré comme une utilité ou une problématique simplement environnementale, mais vraiment une problématique industrielle, puisque la problématique de l'eau, en fait, va générer, dans certains cas, des arrêts de production, des défauts de qualité au niveau des produits, et donc c'est-à-dire le cœur système, en fait, d'un industriel. On voit aussi qu'il y a d'autres mouvements qui sont en train de se mettre en place, et l'an dernier, il y a eu une norme ISO 46001, Water Efficiency Management System, dédiée à ce type de sujet, puisque c'est une problématique mondiale. Et bien voilà, j'allais vous lancer voilà, sur cette norme qui est donc apparue en 2019, la 46001. Qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle impose, cette nouvelle norme? Bon, alors c'est une norme ISO, c'est-à-dire c'est une norme de management principalement, c'est un système de management de l'information, puisque, comme l'a expliqué Dimitri tout à l'heure, la principale problématique pour un industriel, c'est dans la réalité comprendre, savoir qui fait quoi avec l'eau à l'intérieur de son site, de manière à ensuite savoir quels sont les gains que l'on pourrait faire, quelles sont les dérives, quels sont les incidents, et donc pouvoir agir sur son système. Et donc la norme ISO 46001 met en place, comme ça a été le cas pour l'énergie, toute la méthodologie de gestion de l'information en termes de production et en termes d'exploitation. Voilà. Merci beaucoup donc pour cette intervention en direct de Limoges. Je l'ai bien compris, donc Jean-Emmanuel Gilbert de la société Aquacé. On va donc parler dans un instant de la solution Bluewell avec une vidéo. Mais d'abord, je reviens vers vous, donc Dimitri Monod. Donc on a vu le besoin, la nécessité pour les industriels de mieux suivre l'évolution de toutes ces problématiques d'efficacité hydrique. Et ça passe par quoi? Très clairement, par de la donnée, donc par des capteurs, hein, c'est bien cela. Oui, effectivement, donc le nerf de la guerre, c'est vraiment savoir combien on consomme pour justement faire des économies d'eau. Et donc ça, c'est ce que permet la solution Bluewell avec un enregistrement notamment en 24h/24 de la donnée. Donc Bluewell, qu'est-ce que c'est? C'est une interface de personnalisable, totalement sécurisée et universelle qui permet de collecter, centraliser et d'analyser les données présentes sur site. Donc, par données, on entend les capteurs qui vont être présents au niveau des différentes installations de traitement d'eau de l'industriel. On est donc avec l'eau dans le même problème que les autres secteurs d'activité. On en a parlé déjà. Ça veut dire que de plus en plus de secteurs ont besoin de la data, de la donnée pour mieux gérer leur activité, quelle que soit la problématique de leur activité. Effectivement, oui. La donnée arrive vraiment au cœur du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de connaissances, on a besoin d'informations pour pouvoir proposer des solutions. Et c'est là qu'intervient Bluewell en enregistrant justement tous ces paramètres. Et Bluewell, eh bien, pour savoir ce dont il s'agit, voici une petite vidéo d'1 minute 30 qui nous présente la solution développée donc par BWT et par Aquacé. Regardez. L'eau est une ressource essentielle et épuisable. Maintenir sa qualité, sa disponibilité et en maîtriser le coût représente un véritable enjeu pour les industriels. Outil de performance, Bluewell est la nouvelle solution innovante de BWT pour manager les usages de l'eau en industrie. Imaginez votre usine connectée grâce à un système plug-and-play universel qui rend communicantes vos installations de traitement d'eau, tours de refroidissement, chaudière vapeur ou encore process. Que les données récupérées sont analysées en direct via une interface web sécurisée et confidentielle, accessible partout, sur tous les supports et en toute simplicité, que le suivi quotidien de vos installations soit facilité par un monitoring automatique des consommations. Alerte en cas de dérive des indicateurs, détection des points d'amélioration, rapport personnalisé. La solution est paramétrable, avec l'intégration d'indicateurs ou de vues spécifiques, ouvrant même la porte à de la gestion multisite. Grâce à l'intelligence de Bluewell, vous allez pouvoir anticiper les défauts, mettre en œuvre des actions de maintenance préventive adaptées, gagner du temps et de l'argent. Avec Bluewell, vous consommez moins pour produire mieux et vous maîtrisez vos rejets. Une véritable démarche qualité-environnement au cœur de votre stratégie.
On va reparler donc de l'importance pour la stratégie des industriels dans quelques instants avec vous, Dimitri. D'abord, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Il y aura à plusieurs moments de cette émission des chats interactifs. Je vois déjà 2 questions qui sont en train d'être posées. On y revient dans un instant. Tout d'abord, donc cette appli, cette solution Bluewell, donc comment ça marche? Est-ce que vous avez quelques captures d'écran, le process de fonctionnement à nous présenter, Dimitri Monod? Oui. Tout d'abord, on est vraiment sur une technologie plug and play. Donc l'idée, c'est un capteur, enfin un boîtier qu'on va mettre en place donc, au plus proche de l'installation qu'on a envie de contrôler. Capteur universel, donc on peut récupérer donc toutes les données du site et ensuite on va vraiment les collecter, les centraliser et les analyser sur une interface web sécurisée. Voilà, c'est ce qu'on a vu et c'est important cette gestion à distance. On a beaucoup de gens depuis quelques mois, confinement oblige, qui sont passés par l'étape du télétravail et qui le sont encore d'ailleurs. C'est d'autant plus important, ça prend toute son importance dans le contexte sanitaire que nous traversons. Oui, effectivement, on le voit aujourd'hui, on peut faire justement avec, dans ce contexte, comme vous l'avez dit, sanitaire, on peut faire des opérations de maintenance à distance et donc garder justement cette notion de distanciation sociale. Alors on va parler justement de la gestion distancielle. On va écouter un autre témoignage client, celui d'Enertherm, qui est le réseau de froid et de chaleur du quartier de la Défense. Donc on va voir une petite vidéo sur le retour client d'Enertherm avec Pascal Brochard, qui est directeur technique et exploitation, ainsi que Séverine Bouchex, qui est responsable QHSE et adjointe à la direction technique. Voici cette vidéo. La solution Bluewell vraiment a été une source de sérénité, sachant que BWT avait la main aussi sur les installations. Et ça nous a vraiment permis de passer, on va dire, cette difficulté de confinement sereinement. Le Bluewell, ça permet d'améliorer la réactivité sur le traitement des dysfonctionnements qu'on peut rencontrer sur l'installation et aussi d'améliorer la communication entre les équipes Enertherm et les équipes BWT pour qu'on partage des informations sur l'optimisation des installations. Voilà donc pour ce retour client de Enertherm, donc qui gère le chaud et le froid, si je puis dire, dans le quartier de la Défense depuis de très nombreuses années et qui utilise vos solutions. Les clients, voilà une solution, on le disait depuis quelques années déjà, qui a 7 ou 8 ans, c'est oui, bien cela. C'est ça. Et les retours clients, j'imagine, sont bons et vous les améliorez au fil des années et des versions de la solution Bluewell. Oui, l'avantage c'est vraiment c'est une solution évolutive, donc on se sert justement de tous les retours clients pour améliorer quotidiennement la solution. Et aujourd'hui, on arrive justement à faire des économies, notamment au niveau des consommations d'eau. Et de quel ordre? Est-ce que vous avez quelques chiffres? Aujourd'hui, ça peut être un industriel parfumeur chez lequel on a pu faire presque sur l'année 30 000 € d'économie. Et donc tout ça en ayant justement des capteurs et en monitorant justement ses consommations d'eau. Et vous le disiez, c'est facile, c'est du plug and play, hein, vraiment. C'est ça, exactement. On va passer, si vous le voulez bien, Dimitri Monod, à quelques questions de nos internautes, dont j'en ai quelques-unes qui sont arrivées. Celle de Marie, tout d'abord, qui vous demande tout simplement, c'est un grand sujet, la cybersécurité, est-ce que ces données sont sécurisées? Oui, alors c'est le seul système aujourd'hui qui a la sécurité de la norme ISO 27001, donc c'est la plus haute norme de sécurité en termes de gestion des données. Donc deuxième question, est-ce que la solution, on l'a plus ou moins répondu déjà, question de Philippe, la solution est-elle longue à mettre en place? Alors non, comme je vous le disais, c'est vraiment du plug and play et c'est une solution universelle dans le sens où on n'a pas c'est pas des capteurs propriétaires, donc on va utiliser les capteurs sur le site qu'on va raccorder à notre coffret pour ensuite transmettre ces données sur notre interface sécurisée. Donc voilà, facile et on utilise tout ce qui est en place. Troisième question, elle émane de David. Peut-on installer Bluewell sur tous les équipements ou uniquement ceux de BWT? Question importante. Oui, effectivement. Donc c'est là encore le caractère universel de la solution. Donc c'est pas une solution propriétaire. Donc tous les capteurs sont connectables à cette solution. Combien de clients vous avez des chiffres de Bluewell à l'heure actuelle? Oui. Ouais. Aujourd'hui, écoutez, on est à peu près sur 80 sites qu'on suit. Donc principalement sur les utilités, parce que c'est quand même des gros postes de consommation d'eau, donc tours, chaudières, mais aussi sur le process avec les osmoseurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on met vraiment une relation entre l'eau consommée, mais aussi l'énergie utilisée sur le site. Donc on a vraiment ce ratio combien de mètres cubes sont utilisés par l'installation, mais aussi combien de kilowattheures utilisés. Et vous êtes dans l'accompagnement quand il y a de l'analyse, donc il y a de l'analyse évidemment. Est-ce que vous accompagnez pour que les industriels comprennent mieux les résultats, ou est-ce que finalement chacun découvre un peu ce qu'il veut, prend les chiffres qu'il veut et adapte sa stratégie comme il le souhaite?
C'est une solution voilà, totalement personnalisable dans le sens où aujourd'hui, on a un certain nombre d'indicateurs clés, hein, avec notre expérience aujourd'hui sur les systèmes de traitement d'eau, qu'on met d'office en place chez l'industriel. Ensuite, vu que chaque process est spécifique, on adapte ces indicateurs aux contraintes du site. On n'a pas parlé des secteurs d'activité. Vous m'avez dit à peu près 80 clients à l'instant T. Tous secteurs d'activité confondus, ou est-ce que vous avez quand même des domaines de prédilection? Non, effectivement, tout secteur d'activité. On est aussi bien sur l'agroalimentaire que sur le secteur pharmaceutique, voire l'automobile. Donc c'est vraiment une solution qui s'adapte à tout type de secteur d'activité, effectivement. Vous restez avec nous, Dimitri Monod. Je vous propose qu'on aille sur la deuxième partie de cette émission. Il est un peu plus de 11h30, mais vous pourrez la retrouver bien sûr en replay dans quelques instants. Eh bien, nous allons parler des leviers de performance industrielle face au stress hydrique et notamment des solutions de réutilisation de l'eau. C'est donc tout de suite après ce court jingle. En effet, donc on va continuer cette émission spéciale de BWT France consacrée à l'efficacité hydrique, aux problèmes, comment est-ce qu'on fait face au stress hydrique qui touche de plus en plus la France, mais d'autres pays aussi, et qui touche de plus en plus les industriels français. Donc là, on a beaucoup parlé de cette solution Bluewell, donc de l'importance de la donnée, de connaître son environnement pour essayer de mieux réagir, mais il existe aussi des solutions, des offres, notamment proposées par BWT, et ces offres, Dimitri Monod, c'est notamment, la solution, c'est notamment la réutilisation, le reuse. Expliquez-nous cela. Oui, exactement. Donc, le reuse, c'est vraiment l'aspect pratique. Donc, une fois qu'on a toutes ces données, on va pouvoir réutiliser l'eau à tout endroit du site. Donc, chez BWT, on applique ce qu'on appelle la stratégie des 3 R. Donc, c'est-à-dire réduire donc, à la source avec des technologies plus performantes. Ça va être réutilisé, donc réutiliser l'eau d'un process A pour aller dans un process B, avec ou sans traitement. Et ensuite, en fin de chaîne, recycler. Donc, réutiliser l'eau, par exemple, d'une station d'épuration pour la réinjecter dans les procédés ou les utilités. Alors donc voilà, ces trois R. Les types d'eau nécessaires en entrée, en sortie, ça a peu d'importance dans la réutilisation? Alors c'est vraiment là aussi le nerf de la guerre, ça va être la donnée d'entrée. C'est-à-dire en fonction de la qualité d'eau que l'industriel va nous donner et de l'usage qu'il veut en avoir, différentes technologies vont être mises en place pour justement arriver à la qualité d'eau souhaitée. Un mot dont on parle beaucoup depuis le début de cette émission, ce sont les réglementations. Est-ce qu'elles sont spécifiques là, dans le cadre de la réutilisation? Beaucoup de réglementations, beaucoup qui se mettent en place également? Alors là, aujourd'hui en France, on est vraiment en retard, notamment sur la réglementation au niveau des industries agroalimentaires. Là où certains de nos voisins, pour ne pas les citer, les Belges, peuvent faire de la bière avec de l'eau recyclée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France. Donc, on est vraiment restreint sur la partie agroalimentaire, sur l'utilisation de l'eau recyclée pour les utilités, quand elles ne sont pas en contact direct alimentaire. On a un peu plus de souplesse pour les industries chimiques ou d'autres secteurs d'activité où il n'y a pas d'alimentaire. Et pourquoi ces restrictions? Vous dites qu'on est un peu plus restreint. Pourquoi? Quels sont les freins? Et quels sont les freins qui peuvent être levés? Alors ça va être vraiment le principe de précaution en français qui est très implanté sur le territoire, notamment avec les agences régionales de santé. Et c'est des réglementations donc, françaises, j'ai bien compris, mais est-ce que les réglementations européennes ne s'imposent pas, ne passent pas devant et sont peut-être un peu moins restrictives? Alors effectivement, les réglementations européennes sont moins restrictives, cas de nos voisins belges et aussi de nos voisins anglais. Mais en France, alors, voilà, la loi française donc, prime sur la loi européenne et aujourd'hui, voilà, on est restreint. Prime encore. Et vous êtes optimiste sur l'évolution de ces restrictions ou est-ce que ça va être encore compliqué? Est-ce qu'il faut batailler au quotidien? Est-ce qu'il y a un vrai travail, pourquoi pas, de lobbying pour lever une partie de ces restrictions? Effectivement, donc c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui à travers les différentes fédérations, notamment agroalimentaires, donc de batailler pour recycler l'eau au plus proche du process. Donc c'est des choses en cours et on espère que d'ici quelques années, on en verra les fruits. Dans cette partie, on va parler beaucoup des solutions, les solutions offertes par BWT. Donc il y a donc à la fois, vous allez nous les détailler, il y a le reuse et le plug and reuse. C'est quoi la différence entre les deux? Alors le reuse, ça fait plusieurs années que BWT donc, travaille sur le recyclage des eaux. Donc ça va être aussi bien au sein du process, par exemple dans une distillerie, où on va pouvoir récupérer donc, certains condensats, les traiter avec une technologie d'osmose inverse et les réinjecter donc, soit dans des process de fermentation ou des utilités, mais aussi bien en fin de chaîne, donc, comme dans des sociétés agroalimentaires,
pour ne pas les citer, donc Kervalis, qui réutilisent l'eau en fin de chaîne de la station d'épuration pour la réinjecter là aussi dans les utilités. Ils sont en Bretagne, donc eux, ils ont vraiment fait le choix très clairement d'une solution sur mesure et ça fonctionne bien. Vous leur avez installé ça quand et quel est le premier bilan qu'on peut en faire? Oui, mais écoutez, ça fait 3 ans que la solution est installée chez eux et aujourd'hui, ils recyclent à peu près 50-60 mètres cubes jour. Donc ça représente quand même 30% de leur consommation, journalière. On voit quelques images de leur site qui est en Bretagne, c'est bien ça? Oui. J'imagine qu'avec Care, c'est en Bretagne. Voilà, c'est oui, ça. Effectivement. Oui. Quelques images. Alors, pour ceux qui ont opté pour l'autre solution dont on parlait, c'est le plug and reuse. Alors, on ne pourra pas citer le nom de vos clients, mais on va voir quand même quelques photos passées. On va dire que c'est un grand compte dans le domaine des composants électroniques. Eux, ils ont fait donc le choix du plug and reuse. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le reuse, on voit qu'on a beaucoup d'incertitudes, notamment avec des effluents très changeants, variants au cours de l'année. Et donc, l'importance de l'étude avec un test in situ est primordiale. La théorie, elle a rapidement ses limites pour le recyclage d'eau. Donc, ce qu'on a créé chez BWT, c'est le plug and reuse, donc un conteneur de 40 pieds avec des technologies d'ultrafiltration d'osmose inverse, les technologies qui, dans 90% des cas, permettent le recyclage d'eau et qui nous permettent vraiment de tester la solution avec l'effluent industriel sur une période de 1 ou 2 mois. De 1 ou 2 mois, donc là c'est le cas chez ce grand groupe français. Le test est en cours, il va s'avérer concluant selon vous? Alors oui, il s'avère, voilà, on a déjà des résultats plutôt concluants et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que par rapport à la théorie, la pratique est vraiment différente. On voit aujourd'hui l'intérêt de ce test. Alors donc il y a des tests dans certaines entreprises, il y a des solutions déjà installées. Les réductions d'eau, on a parlé, vous nous avez cité des chiffres dans la première partie de cette émission, mais les réductions d'eau chez vos clients, elles sont massives, elles sont spectaculaires. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous communiquer? Alors les réductions d'eau avec les technologies de BWT, donc aujourd'hui on est... Pour la distillerie, on était à 800 mètres cubes jour, donc 800 mètres cubes jour, ce qui était avant jeté, entre guillemets, dans le milieu naturel, et qui aujourd'hui donc sont recyclés au sein de l'usine. On est notamment chez un client du cosmétique, avec lequel on recycle près de 200 mètres cubes jour. Donc c'est des volumes non négligeables qui généralement peuvent représenter entre 10 et 30% des consommations d'eau sur le site. Donc c'est important d'un point de vue environnemental. En termes d'image, est-ce que ces entreprises communiquent beaucoup et de plus en plus par rapport à ça? On a parlé tout à l'heure du besoin d'image, du besoin de valeur. Est-ce que chez vos clients, cette thématique, outre l'aspect purement, on va dire, économique, environnemental, est-ce que ça sert aussi leur image? Oui, on est vraiment aujourd'hui dans une stratégie de développement verte. On n'est plus dans le greenwashing, on est vraiment avec des actes chiffrés et quantifiés. Et c'est ce que mettent en avant les grands groupes industriels. Les perspectives de développement des deux solutions dont on a parlé, donc le reuse et le plug and reuse, vous avez du côté de BWT de fortes perspectives de développement? Oui, alors aujourd'hui, comme le disait Jean-Emmanuel d'Aquasset, on assiste depuis 6-8 mois à une réelle prise de conscience des industriels, notamment face à cette crise sanitaire. C'est l'occasion de relancer l'industrie, mais plus verte. Et prise de conscience, encore une fois, tout secteur d'activité confondu, ou est-ce que des secteurs d'activité, on a beaucoup parlé de l'industrie agroalimentaire, sont peut-être un peu plus sensibles? Il y a eu un phénomène qui est en train de se renverser, mais un petit peu d'agribashing. Est-ce que ces industries ont encore pris conscience, on en parlait il y a quelques instants, de l'importance de l'image et des valeurs? Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, voilà, on est toujours dans une stratégie d'image, mais qui est aujourd'hui avec des actes. Enfin, on a vraiment des actions chiffrées et des réelles réductions d'eau qui sont mises en place chez tous les industriels agroalimentaires. On va terminer cette séquence, si vous voulez bien, Dimitri, par quelques questions interactives comme après chaque séquence. Alors, une question d'Agathe. Quel est le retour sur investissement? C'est vrai qu'on a parlé d'image, mais il y a aussi des impératifs économiques. Quel est le retour sur investissement que l'on peut espérer en installant l'une ou l'autre de vos solutions? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix de l'eau en France est vraiment très faible. Donc, on est généralement sur un prix de l'eau avec de l'eau de vide inférieur à 1 euro. Donc, le retour investissement est long. Donc, on n'est pas sur des 2-3 ans, mais un peu plus long. Sur le reuse, on est vraiment sur une sécurité d'approvisionnement en eau. Donc, c'est vraiment le premier levier de développement de cette technologie. Donc voilà, ça peut être trop long. Il faut prendre le temps de le faire parce que c'est des stratégies de minimum de moyen terme, sinon long terme. C'est ça. Deuxième question, Jérôme qui nous demande, existe-t-il des aides ou des subventions, donc j'imagine pour installer telle ou telle solution? Est-ce qu'il y a des aides ou plus généralement des aides à aller vers davantage de réutilisation?
Effectivement, donc aujourd'hui, le gouvernement soutient ce type de démarche et des aides sont disponibles. Et donc, on accompagne nos clients justement dans ces différents dossiers de demande de subvention. Et ce sont des aides, on va dire, conséquentes. Est-ce que vous avez quelques montants chiffrés à nous communiquer? Oui, c'est des aides qui peuvent aller de 30 à 50%. Donc non négligeable pour ce type de projet. Et vous poussez, donc quand vous installez, quand vous proposez vos solutions, vous le couplez avec cet argument de l'aide ou des subventions? Exactement, on fait un accompagnement complet avec le client, donc de l'avant-projet à la demande de subvention. Très bien, écoutez, merci beaucoup Dimitri Monod. Je regarde, mais pas d'autres questions pour l'instant. Merci beaucoup donc pour cette longue séquence qui nous a vraiment permis de voir quelles solutions pouvaient être mises en place et notamment donc les deux solutions de BWT, Reuse et Plug and Reuse. On a vu des témoignages clients, on a vu votre analyse et on voit bien que de plus en plus, outre l'aspect économique, il y a évidemment l'aspect environnemental et l'aspect d'image capital pour les industriels. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée cette fois-ci aux leviers environnementaux et sociétaux de l'efficacité hydrique. A tout de suite. Dernière partie en effet de cette émission spéciale consacrée à l'efficacité hydrique et je retrouve à nouveau Emmanuel Deguerne. Rebonjour, chef de marché produits formulés donc à la direction commerciale industrie de BWT. Donc on a beaucoup parlé de quantité d'eau à l'instant avec Dimitri. On va revenir avec vous sur l'importance aussi de la qualité et donc notamment des traitements. Les traitements, on en parle dans quelques instants, mais donc s'il y a des traitements, s'il y a ce besoin de qualité, c'est qu'il y a des risques. Quels sont les principaux risques quand on parle d'eau ? Quand on parle d'eau, on parle surtout de risques d'un point de vue sanitaire au niveau des personnes, à la fois des gens qui vont travailler auprès des installations, comme le risque de légionelle, aussi au niveau sanitaire par rapport à la consommation pour l'eau de production. On a vu dans l'agroalimentaire, il y a eu malheureusement quelques scandales ces dernières années à ce sujet-là. Et puis, il y a le risque aussi en termes de production, d'outils de production. Si on ne maîtrise pas bien ces consommations d'eau, on les surconsomme et puis on peut avoir des incidents au niveau des machines par de l'entartrage ou autres problèmes. Vous parliez de scandales récemment, vous pensiez à des contaminations par la légionellose, etc. Alors il y a cet aspect-là, ou aussi directement l'eau qui va être utilisée dans les process, qui peut être contaminée, comme le lait infantile ou des choses comme ça. Alors pour éviter tous ces risques, qu'ils soient sanitaires ou qu'ils soient industriels, il y a donc deux types de traitements. On en a parlé en début d'émission, on va en parler plus en détail à l'instant. Donc traitement à la fois physique et à la fois chimique. Détaillez-nous l'ensemble de ces dispositifs. Donc au niveau physique, on va se retrouver sur des technologies qui vont plutôt être là pour, j'ai envie de dire, jouer sur le côté bactériologique. On va plutôt parler de ce point-là. Donc ça va être des UV, de l'ultraviolet, ça va être de la microfiltration, ça va être des techniques membranaires comme l'osmose. Et sinon, on va avoir le côté plutôt chimique, où là, on est plutôt sur des technologies dans les process de refroidissement ou alimentaires qui sont à base de chlore. Et donc toute la technologie qui tourne autour. On a aussi des biocides, ce qu'on appelle organiques, mais qui sont de plus en plus restreints au niveau de la réglementation. Et on le disait au début de l'émission, donc les traitements physiques et chimiques sont complémentaires. L'un n'exclut pas l'autre. Parfois, il y a des, on va dire, des process un peu combinés. Oui, tout à fait, parce que on n'arrive pas toujours à être à 100% de ce qu'on voudrait avoir avec purement du physique. Dans un monde idéal, ce serait bien, je dirais, mais voilà, il faut un petit peu de chimique pour améliorer les qualités d'eau. Et puis on parle également de désinfection par électrolyse de sel. Alors de quoi s'agit-il quand on dit ça? Alors tout à l'heure je parlais au niveau chimique de tout ce qui est lié au chlore. Donc il y a plusieurs types de technologies liées au chlore. Pour la désinfection, il y a de la javel très bien connue en France. Il y a de l'ozone, il y a des choses comme ça. Et donc l'électrolyse de sel. Alors c'est un peu un défaut de langage d'appeler ça de la désinfection par électrolyse de sel. L'électrolyse de sel va permettre de créer une solution, ce qu'on appelle désinfectante, base chlorée, qui va désinfecter, comme son nom l'indique, l'eau. Voilà. Et chez BWT, il y a une solution qui existe à partir de cette technologie, c'est la solution EcoMX, c'est bien cela.
Alors, c'est ce process dont on parle. C'est une solution qui existe depuis une bonne dizaine d'années. Donc, vous pouvez nous faire un vrai et solide retour d'expérience. Exactement. Ça fait, sur cette technologie-là, ça fait une dizaine d'années qu'on a de l'expérience. Vous avez tout à l'heure parlé d'Enertherm, qui est un de nos plus vieux clients sur l'EcoMX, justement. Le réseau de froid et de chaleur de la Défense, voilà. Et voilà, on a plus de 100 sites, près de 130 sites industriels qui sont traités. Et si on fait... un bilan chiffré, on a quelques chiffres qui vont apparaître. Voilà, je crois 1000 tonnes d'eau de javel économisées chaque année, c'est bien cela. On est à l'équivalent, quand on regarde toutes nos machines, à 1000 tonnes de javel qui seraient utilisées chez les clients pour ça. Et on a produit plus de 30 millions de litres de solutions oxydantes pour nos clients, à base de sel et d'eau uniquement. Chiffre spectaculaire qu'on découvre également sur l'écran, de 60 à 80% d'économie sur les coûts d'exploitation. Là, on parlait de l'importance économique aussi. Elle s'avère par cette solution. Exactement, parce qu'on pourrait comparer directement des prix de traitement stricto sensu, mais ce qui est important dans cette technologie-là, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la fiabilité, c'est le fait qu'on ne transporte plus de produits chimiques, c'est la diminution des risques liés aux produits chimiques, et tous ces coûts-là induisent une forte réduction de coûts annexes. Alors on va continuer donc à parler après ce zoom sur EcoMX de l'impact environnemental. Donc évidemment quand on fait du traitement chimique, il y a aussi des risques et un risque de production de ce que vous appelez les sous-produits. C'est quoi les sous-produits et quels sont plus généralement tous ces risques? Eh bien quand on met un produit chimique dans de l'eau pour traiter l'eau, effectivement ce produit-là il va être rejeté dans la nature et parfois les produits de décomposition en fonction des produits qui vont être utilisés peuvent être plus nocifs que le produit lui-même et va mettre du temps à se dégrader dans l'environnement. Donc une solution comme la solution EcoMX justement réduit ces phénomènes-là et a un moindre impact sur le rejet. Elle réduit aussi toutes les problématiques autour du transport, du stockage et des manipulations. Voilà, puisqu'on ne transporte plus de produits chimiques pour aller désinfecter l'eau, on l'a créé in situ, sur place, à base uniquement de sel et d'électricité et d'eau. Et là encore, donc Emmanuel Leguerne, je vous propose un témoignage client. Rien ne vaut les retours de terrain. Donc on va aller en Bretagne, encore une fois, dans le Morbihan, avec la conserverie morbihanaise implantée dans l'ouest du département, qui fait partie du groupe Eureden, issu de la fusion des groupes Triskalia et Dossi, célèbre groupe Dossi. C'était il y a quelques mois, début 2020. Alors au total, quelques chiffres clés. Bien, la conserverie morbihanaise produit environ 100 millions de conserves par an, soit 95 000 tonnes de légumes. Alors ça va des formats individuels jusqu'au format collectivité, en passant par les célèbres bocaux en verre. Mais qu'on parle de lavage des légumes, de refroidissement des boîtes stérilisées ou encore du refroidissement des tours aéro-réfrigérantes, eh bien, la qualité bactériologique est un indicateur suivi de très près par l'entreprise. Des notes satisfaisantes lors des contrôles montrent que c'est seulement au niveau de 50%. Et l'entreprise donc a fait le choix, on en parlait à l'instant donc avec vous, de cette électrolyse de sel en s'équipant de l'EcoMX de BWT. On va donc écouter le retour client, le témoignage de Patrice Noblan. Il est responsable de la maintenance technique du site de production. Il va nous dire ce que lui a apporté EcoMX. Mais tout d'abord, il nous rappelle les besoins en eau de son entreprise, la conserverie morbihanaise. On écoute. Donc les besoins en eau de la conserve morbihanaise sont de 300 000 m3 à l'année. 50% de l'eau provient de l'eau de surface et 50% provient de l'eau de forage. L'eau de surface nous sert à laver les légumes, elle nous sert à produire de la vapeur, elle nous sert à refroidir nos tours aéros et on va dire elle sert à refroidir l'eau des boîtes qui ont été stérilisées. Lors des contrôles labos avec nos labos ou les labos extérieurs, on avait des gros soucis de bactériaux sur cette eau. Donc j'ai rencontré BWT lors d'un séminaire maintenance où j'avais déjà un de mes collègues dans une autre usine d'Ausy qui avait depuis 1 an, on va dire, fait le pas de remplacer son ancien traiteur d'eau par BWT. L'EcoMX, on va dire, a été installé en mai 2018, donc ça va faire un peu plus de 2 ans et demi qu'on traite l'eau avec BWT. Et voilà, j'ai engagé un contrat de 3 ans que je vais de toute manière renouveler.
dont les notes bactériologiques qui étaient avant 2018 à peu près à 50% satisfaisantes sont passées petit à petit parce qu'il a fallu tout nettoyer le réseau d'eau et la solution EcoMix, on va dire, a fait que petit à petit on a nettoyé notre réseau et là on est passé à 95% de notes satisfaisantes. L'usine est traversée par une rivière, on pompe l'eau comme j'ai expliqué tout à l'heure. La solution, on va dire, EcoMix est quand même beaucoup moins risquée que du javel. En fait, avant, on avait un stockage de 5000 litres de javel sous rétention, mais qui demandait beaucoup de manipulation pour amener du javel sur les tours ou bien sur les salisateurs. On va engager avec WT pour 2021 le remplacement de toutes les fontaines à eau qui nous demandaient auparavant beaucoup de manutention avec des grosses bonbonnes d'eau de 20 litres. On a d'ailleurs eu un accident de travail l'année dernière et donc on a décidé dès 2021 de remplacer toutes ces fontaines par des fontaines BWT. 2021 à la conserverie morbihannaise, il y aura des fontaines à eau pour les salariés. Eh bien, sachez, c'est la minute télé-shopping de cette émission, que les fontaines à eau s'accompagnent quand elles sont installées donc par BWT, par la fourniture aux salariés de cette gourde qui est très pratique évidemment pour s'hydrater suffisamment tout au long de la journée. Gourde en verre, hein, c'est important. On va de plus en plus vers le zéro plastique, y compris donc pour ces gourdes fournies aux salariés. Donc vous aurez si vous travaillez à la conserverie morbihannaise. On l'a vu donc Emmanuel Leguerne, grande satisfaction de Patrice Noblan de cette entreprise. Il a fait le choix, donc très clairement, on l'a dit, entre autres de EcoMX, il en est très satisfait. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs points qui ont été abordés par M. Noblan, à la fois le côté sécuritaire, hein, de ne pas transporter de la javel d'un bout à l'autre de l'usine, et le côté aussi résultat. Pour exemple, typiquement, il faisait des rinçages tous les 15 jours de ses installations et il est passé à moins de 3 fois par an. Donc une quantité d'eau, de main-d'œuvre qui a été économisée, qui est non négligeable de ce côté-là. Et donc dans son entreprise, on a parlé de la solution EcoMX, il y a eu d'autres solutions qui lui ont été proposées. C'est une offre globale. Hein, c'est une offre globale, oui. Nous avons, en fait, l'EcoMX traite à la fois la partie refroidissement et stérilisation, mais sur la partie aussi stérilisation, on fournit le traitement pour l'eau, pour éviter les corrosions sur les boîtes de conserve. Dans un instant, donc, autre témoignage, ce sera celui de l'entreprise CEPOL en Seine-Maritime. Mais tout d'abord, on va revenir, comme avec Dimitri, sur l'aspect réglementaire des choses. Et l'aspect réglementaire, il est important. Il y a de nombreuses normes avec des numéros et des chiffres. Alors, on va en citer deux essentiellement. On a parlé tout à l'heure du risque de légionellose. Eh bien, il y a une norme qui le traite tout particulièrement. C'est la norme ICPE 2921. Voilà, c'est l'arrêté ministériel de la rubrique 2921, bien connu de tous les industriels, parce qu'un petit peu lourd d'un point de vue administratif, mais qui a pour but d'encadrer le suivi du traitement contre la légionelle dans les installations de refroidissement. Et puis autre norme, donc c'est une directive en fait, c'est la directive BPR, hein, c'est bien ça? Alors c'est une norme sur la partie biocide, hein, voilà, sur la régulation des biocides, sur il faut qui encadre un certain nombre de choses en termes de biocides. Il y a aussi donc on a quelques secondes encore, donc on peut parler de la directive 98-83 CE. C'est elle qui concerne l'eau à destination de la consommation humaine, donc elle aussi qui est très restrictive et qui a été là c'est une directive européenne qui ensuite a été déployée au niveau français avec des normes en particulier, enfin des suivis particuliers par rapport à ce type d'eau, c'est la qualité d'eau. De manière générale, Emmanuel Leguerne, ces réglementations, ces normes, ces directives, ça progresse, ça augmente, et qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est pas bien? Disons que c'est d'un point de vue sanitaire, c'est quelque chose qui est nécessaire pour encadrer aussi à la fois le consommateur, l'utilisateur, hein, les gens qui travaillent à proximité des installations. C'est vrai que pour les industriels, ça peut paraître un petit peu lourd, mais d'un autre côté, c'est le contrebalancier de notre sécurité. Même question, celle que j'ai posée à Dimitri il y a quelques minutes. Est-ce que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'entreprise, mais aussi des fédérations, un rôle un peu de lobbying,
pour faire pression vers telle ou telle inclinaison des normes et des directives? Disons qu'il y a des groupes de travail qui permettent d'orienter sur certaines décisions. Il faut pour autant qu'on soit tous d'accord dans la direction vers laquelle on veut aller. Mais globalement, oui. Alors, je le disais, donc on va écouter un autre témoignage, celui de l'entreprise Cepol, une entité du groupe Avril qui produit des huiles végétales raffinées destinées à l'alimentation humaine, des tourteaux riches en protéines pour l'alimentation animale ou encore du biocarburant. C'est notamment d'ailleurs le cœur d'activité de l'usine où on va se rendre dans quelques instants. Un site situé à Grand Couronne, près de Rouen, et dont l'augmentation des capacités de production en 2011 a conduit les responsables du site à repenser les solutions de traitement d'eau mises en œuvre pour le processus général bien sûr, mais aussi et surtout la production des eaux de chaudière et des tours aéro-réfrigérantes avec la mise en place de 2 osmoseurs dans une première phase, puis d'un EcoMX ensuite, donc la solution de BWT pour la production d'une solution désinfectante en lieu et place de l'achat externe, du transport, du stockage et de la manipulation de javel et de brome. Donc vous voyez, une vraie démarche qui a été initiée depuis quelques années par cette entreprise. On va écouter sur le sens de cette démarche et sur les solutions mises en place Yannick Tassel, il est technicien méthode amélioration, donc continue sur ce site de Cepol situé à Grand Couronne en Seine-Maritime. Donc le fait d'augmenter les capacités sur le site, on a été obligé d'adapter notre production d'eau et notre traitement d'eau par rapport à cette évolution. On a 2 osmoseurs et par rapport à ces 2 osmoseurs, donc une production moyenne de 100 m3 heure, il a fallu mettre en face tous les produits de traitement liés à cette consommation d'eau, donc ça soit au niveau du séquestrant, du bisulfite et bien d'autres produits encore. Et BWT a répondu vraiment à nos attentes par rapport à ces produits et par rapport à cette montée en puissance sur le site de Grand Couronne. Donc au niveau de nos tours réfrigérantes, où on a une sensibilité légionnelle très importante, on a remplacé le javel brome on a implanté un EcoMX, donc c'est une production de javel en ligne, donc une production de mix oxydant, ce qui a eu un intérêt énorme au niveau gestion de stock, au niveau rupture javel brome, etc. Et grâce à cette implantation de l'EcoMX, on a pu économiser 50 tonnes de javel et 13 tonnes de brome, sachant que le mix oxydant est injecté en ligne en continu, et on est donc autonome par rapport à ça. Donc concernant les tours aéro-réfrigérantes, on a la problématique légionnelle. Donc l'efficacité du mix oxydant par rapport au duo javel-brome est vraiment supérieure. On a une efficacité biologique renforcée et on n'a vraiment que des intérêts à utiliser le mix oxydant à tous les niveaux. Donc concernant le javel-brome, il est évident que ça a eu un impact énorme puisqu'on n'avait plus de manipulation de produits, sachant que les quantités sont quand même importantes. Et donc plus d'exposition des salariés avec ces produits. Donc ça a été vraiment très intéressant de passer directement en mix oxydant et de ne plus avoir à gérer les cubiténaires et les transferts de ces produits. BWT a su nous accompagner jusqu'au bout de cette évolution et ils nous ont proposé des produits parfaitement adaptés à notre profil process et en particulier, bien entendu, au niveau du traitement des eaux. Emmanuel Le Guin, je pense que vous pourrez remercier Yannick Tassel pour ce joli témoignage, peut-être une ristourne à venir sur la prochaine année. Je vais pas négocier, pardon. Mais voilà, donc on le voit, une grande satisfaction d'un client fidèle depuis de nombreuses années, oui, et qui a mis lui aussi donc une offre globale dans son installation. Hein, c'est bien, oui, cela. Tout à fait. Là, vraiment de l'entrée jusqu'au traitement des tours et des chaudières. Voilà, l'entrée avec l'osmoseur qui est un bel osmoseur en place, un osmoseur BWT, et puis derrière la solution EcoMX qui alimente ces 4 tours aéro-réfrigérantes. Il nous reste, Emmanuel, 1 minute avant de conclure cette émission. Donc, quelques questions de celles et ceux qui nous regardent. La différence des coûts entre votre solution, j'imagine que Mohamed, c'est sa question, parle de EcoMX et les biocides chimiques.
Et ben après, si on fait une comparaison coup à coup, parfois ça n'a pas lieu d'être, j'ai envie de dire, puisque comme on l'a vu dans les reportages qui sont passés, c'est tous les coûts annexes qu'il faudra intégrer dedans, le transport des produits, la diminution des coûts de nettoyage, etc., qui intègrent là-dessus, et sincèrement, l'exploitant au final il gagne. Dernière question, celle de Jacques, est-ce que l'éco-AMX se substitue à l'utilisation des produits chimiques? On y a déjà répondu. Ben voilà, en termes de biocides, c'est la solution 100% substituable aux produits chimiques. Merci beaucoup donc Emmanuel Le Guern d'avoir été l'invité de cette émission. Vous êtes chef de marché produits formulés, vous travaillez à la direction commerciale industrie chez BWT. Fin de cette émission dans quelques secondes, juste après ce court jingle. Voilà donc un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette émission. Évidemment mes 3 invités donc, qui se sont succédés sur ce plateau. Laurent Den, directeur commercial industrie, mais également donc Emmanuel Le Guern qui est resté avec moi pour cette conclusion, qui travaille dans cette même direction en tant que chef de marché produits formulés. Et puis Dimitri Monod, responsable optimisation des usages de l'eau. Merci à vous d'y avoir participé via le chat interactif. Je vous précise donc évidemment, vous avez la possibilité de revoir en replay tout ce que nous venons de dire ensemble pendant cette heure, pendant cette émission spéciale. Et puis la surprise, je vous en parlais en début de cette émission, une surprise, c'est que beaucoup de données, beaucoup de choses dont on a parlé dans cette émission eh bien, sont issues d'un livre blanc rédigé, publié par BWT France, consacré à la désinfection de l'eau dans l'industrie. Eh bien, ce livre blanc, vous pouvez le télécharger. Donc, il est disponible dans le chat juste à droite de l'écran avec toutes les informations pratiques, très concrètes, très chiffrées sur ce thème de la désinfection de l'eau dans l'industrie. Voilà donc c'est la fin de cette émission, première émission TV de BWT France. Il y en aura une deuxième, rendez-vous dans quelques jours, le 10 novembre précisément à 10h, puisqu'un second plateau va réunir des experts BWT ainsi que différents intervenants pour débattre sur la gestion bactériologique des réseaux d'eau dans les bâtiments tertiaires et collectifs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc pour ce deuxième rendez-vous, ce sera le 10 novembre. Merci à toutes les équipes qui ont préparé cette émission, à BWT France, mais aussi à Portishead, également à Brent Sony qui nous a accueillis pour cette émission en direct et en streaming. Très belle journée, à bientôt.